bienvenue pour notre 5e webinaire de notre semaine Un jour, un outil, donc pour vous préparer à la semaine sécurité des patients. Donc en effet, en fait, l'année dernière, c'est ce qu'on vous avait proposé. L'idée, c'était de vous proposer tous les jours un outil, enfin des webinaires sur la thématique en lien avec la thématique de la semaine sécurité patient, en amont du coup de l'Action nationale SSP. Donc cette année qui aura lieu du 16 au 20 septembre et non la dernière semaine de novembre. Vous savez que cette année, c'est tout nouveau. La semaine sécurité patient se déroulera du 16 au 20 septembre. Donc en fait, c'est pour se coordonner avec la journée mondiale de l'OMS. Donc chaque jour, en fait, avec nos partenaires, donc aujourd'hui l'Omédit, hier c'était le CEPIAS, vendredi prochain France Asso Santé, on vous présente une thématique et des outils qui portent sur la sécurité des soins. Donc à savoir que la thématique cette année de la semaine sécurité patient, c'est améliorer le diagnostic pour la sécurité du patient. Donc c'est le thème retenu par le ministère. Donc le webinaire est enregistré, le replay sera disponible et le PowerPoint sera mis à disposition du coup sur notre site internet. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous avez la petite main levée. Sinon, vous pouvez directement poser vos questions via le chat ou alors réactiver vos micros et puis on fera des temps de pause réguliers pour vous laisser la parole. Alors, au niveau du programme, donc lundi, nous avons eu l'annonce du diagnostic avec notre partenaire Auréane. Donc, tous les replays sont disponibles sur notre site internet. Ensuite, on a le centre hospitalier d'Esbrook mardi qui nous a présenté donc c'est César de la santé. Mercredi, nous avons eu avec notre partenaire la matériaux-vigilance, le docteur Romont, comment déclarer et les cas pratiques en matériaux. Hier, nous avons eu l'utilisation du DAMRI, donc un outil assez pratico-pratique qui vous permet de vous évaluer, donc présenté par le CEPIAS, le docteur Locher. Et donc aujourd'hui, nous avons une présentation donc, de l'Omédit accompagnée de Madame Erachidi de l'ARS, donc sur l'information, la clé du succès pour la prise en charge médicamenteuse. Donc, je remercie beaucoup l'Omédit et l'ARS d'être présentes aujourd'hui pour nous présenter donc, cette thématique. Et ensuite, on vous donne rendez-vous du coup vendredi prochain. Donc, c'est un petit webinaire bonus. C'est comment m'impliquer dans la SSP en tant que représentant des usagers ou alors comment vous donner quelques idées, quelques outils pour impliquer vos représentants des usagers dans votre établissement lors de la semaine sécurité patient. Alors, je laisse la parole à Cynthia. Bonjour à tous. Donc Cynthia Choquet, pharmacien au Médito de France. Je suis accompagnée de mon collègue Mathieu Degraff et de Madame Erachidi. On va vous faire une présentation donc à 3 voix aujourd'hui pour essayer de tenir la thématique assez complexe en termes de produits de santé pour nous. Et le but était vraiment de faire du lien entre ce diagnostic, l'information et donc information clé de succès dans la prise en charge médicamenteuse. Donc on a essayé voilà, de vous trouver des moyens et des cas entre guillemets pratiques pour pouvoir éventuellement, lors de la semaine sécurité patient, réaliser s'il fallait des ateliers, des animations pour répondre à cette thématique. Donc, le programme de ce jour, on va passer en fait, on va faire un petit point certification V 2024 avec les enjeux de la communication, les enjeux de l'information, avec un décryptage de fiches pédagogiques nouvellement arrivées, avec des modifications qui ont été faites et adaptées en prenant en compte justement les enjeux du numérique. On vous a mis là le lien rapide, alors non pas vers les fiches en soi, mais vers le chapitre sur la page HAS sur lequel vous retrouvez l'ensemble des fiches avec toutes les actualisations et réactualisations qui sont faites. On fera également un retour sur quelques cas extraits des bases EIAS, EIGS 2020-2022 et ainsi que du fichier erreur médicamenteuse 2022 où on a voulu reprendre des cas où l'information, la communication avec les dysfonctionnements qui ont abouti en fait dans ces déclarations-là à une erreur, à un retard de prise en charge correct. Et on fera également un point sur donc mon espace santé, comment le promouvoir, le déployer pour mieux communiquer. Alors par rapport à ce programme du jour, compte tenu en fait des agendas des uns et des autres, on va faire passer le point espace santé promouvoir plus
plus rapidement qu'il ne l'était prévu. Donc pour autant, voilà, on va vous expliquer pourquoi on est arrivé à cette thématique-là. Si tu veux bien passer la diapo suivante, Maureen. Donc dans le cadre en fait du référentiel, modifié 2024, il y a eu un gros travail également, sur le renforcement du numérique et on voulait en fait promouvoir avec vous les enjeux de la communication à travers ce renforcement. Donc ça a été travaillé de telle sorte d'être en cohérence en fait avec les politiques publiques en matière de numérique, donc le Ségur du numérique en santé, la feuille de route numérique en santé 2023-2027, le programme CARE. L'idée étant, voilà, d'avoir des renforcements des critères numériques dans la certification avec des ajustements du manuel et c'est les focus qu'on va faire aujourd'hui et des fiches pédagogiques dédiées, des critères vraiment dédiés pour mieux intégrer le numérique dans la qualité des pratiques au bénéfice d'une continuité et d'une sécurité des soins. Donc l'idée étant, voilà, c'est de trouver le bon équilibre pour une bonne communication, donc un équilibre entre la gestion des risques numériques auxquels l'établissement, de santé vous êtes tous confrontés, la promotion des bons usages, tout en ayant également l'utilisation des outils numériques et données santé, donc à travers mon espace santé et le DMP qui est raccroché, l'INS, donc l'identification, patient et l'utilisation des messageries sécurisées, avec, les intervenants externes pour une communication en tant que clé de succès pour la bonne prise en charge des patients. Donc là, on va passer tout de suite en fait, à la présentation un peu plus voilà, qui était un peu plus loin. On va un peu inverser, ce qui était prévu au départ. Madame Rachidi, je vous laisse, le micro. Merci beaucoup. Bah, je vous remercie déjà pour la sollicitation, pour venir présenter, co-présenter le sujet du numérique en santé en région. Et donc, je me représente, je m'appelle au sein de la SI de santé, qui est un des services au sein de l'ARS des Hauts-de-France. Donc, le focus aujourd'hui se fera bien évidemment sur mon espace santé, mais au tout départ, je souhaitais vous faire quelques petites slides de contexte, mais j'ai vu que Madame Choquet en a parlé juste avant, donc c'est super. Donc l'idée, c'est de se dire comment on en arrive à un déploiement aussi accéléré sur le numérique. Bah, tout remonte un petit peu en 2020 avec la crise Covid. On a compris que le numérique était un outil facilitateur, accélérateur et qu'il devenait de plus en plus indispensable. Et donc, à la suite de cette crise, il y a eu le Ségur du numérique, le Ségur de la santé. Et dans le Ségur de la santé, la brique du Ségur numérique en santé. Donc l'objectif, c'était simple, c'est généraliser le partage fluide de données, que ce soit sécurisé surtout, et que ce soit entre les professionnels de santé et également et surtout aussi entre les professionnels de santé et les usagers et les patients. L'idée, bien évidemment, c'est de mieux soigner, centraliser la donnée pour que tout se passe, on va dire, au mieux dans le parcours de soins du patient. Et dans tout ça, il y a le programme de Mon Espace Santé qui, j'espère que tout le monde a l'application Mon Espace Santé, il a activé bien sûr, qui permet en fait à chaque citoyen que l'on est d'avoir ses données de santé concentrées en un poids donné et surtout que l'usager puisse avoir la main sur ces données. Et ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, il y a eu des moyens historiques qui ont été mis à disposition, hein, c'est de l'ordre de milliards d'euros avec des fonds européens, avec un objectif, c'est donner un boost, mais un très grand boost accéléré, notamment l'alimentation et la consultation des documents dans le DMP. Donc, ce qui est visé, c'est 250 millions de documents échangés par an via le DMP et la messagerie sécurisée de santé. On va y venir après. Et ce Ségur de la santé, numérique pardon, de la santé, il a été voulu et destiné pour tous les couloirs qui existent. Nous, on appelle ça des couloirs, mais c'est en gros, ça a été accélérateur pour les établissements sanitaires, pour les établissements sociaux et médico-sociaux, pour le couloir pharmacie, officine, pour le couloir médecine de ville, ambulatoire plutôt, pour le couloir également des laboratoires, et il y en a aussi quelques-uns que voilà, j'ai plus en tête, mais en gros, il y a 7 couloirs pour lesquels voilà, le Ségur numérique de la santé vient se déployer. Et donc, l'idée de la slide suivante, c'était de vous partager, mais j'ai vu que Madame Choquet, pareil, elle les a bien rassemblés dans les slides précédentes. Bah, mon espace santé, c'est la plateforme socle. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver pour pouvoir utiliser mon espace santé? Eh bien, il y a des services et des référentiels socle. L'idée, c'est quoi? C'est sécuriser le partage de données. Donc, on a l'INS, l'identifiant national de sécurité, qui
on a tous un INS qui permet d'avoir une haute authentification de chaque patient. Ça, c'est d'une part. Et du côté, on va dire, patient. Et il y a ce qu'on appelle ProSanté Connect, qui permet à chaque professionnel de santé de s'identifier correctement. Sans l'utilisation, la qualification de l'INS et ProSanté Connect, donc une haute authentification du professionnel, par exemple, on ne pourra pas venir alimenter le DMP. Et donc, de l'autre côté, on a les services SOC qui vont permettre plutôt cette fois-ci le partage de données de santé. Et donc là, on a le DMP qui existait avant, le dossier médical partagé, et ce qui va nous permettre de faire des échanges plutôt en instantané, comme les messageries qu'on connaît tous, c'est la messagerie sécurisée de santé. Donc, on peut passer à la slide suivante. Voilà. Et donc, finalement, mon espace santé, c'est quoi? C'est un espace qui est sécurisé. On appelle ça aussi carnet de santé numérique, avec pour objectif qu'on puisse partager les données de santé entre le professionnel et le patient, et également partager les données de santé entre professionnels. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve concrètement dans mon espace santé? Donc, tous nos espaces de santé. On a notre dossier médical avec notre profil médical, notre âge, nos antécédents, si on a des allergies, si on n'a pas d'allergies, etc., qui s'appuie effectivement sur le DMP actuel. On va retrouver la brique de la messagerie de santé qui va nous permettre de recevoir des notifications, des informations. Ça peut être une ordonnance, ça peut être un document spécifique qu'un professionnel de santé nous envoie, en lien avec notre santé, bien sûr. On va retrouver également un catalogue de services avec des applications de santé référencées et qui doivent valider un cahier des charges assez, on va dire, très complexe et compliqué pour pouvoir être référencé dans mon espace santé. Ça peut être des applications de suivi du diabète, ça peut être des applications sur des suivis spécifiques de maladies chroniques, etc. Et on retrouve également un agenda de santé avec l'agrégation des événements, des rendez-vous à venir sur notre parcours de soins. Et donc, à savoir que les données de santé sont hébergées en France, certifiées HDS. On va passer à la slide suivante. Là, c'était une slide pour vous partager comment se déploie l'avancement de l'alimentation de mon espace santé. Donc, depuis, on va dire, bon, là, c'est depuis, on va dire, 2 ans, mais ça remonte à début octobre 2021, disons début 2022. Donc là, il y a une accélération, il y a quand même une belle accélération, une belle cinétique de l'alimentation. Et ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur tous les secteurs sont concernés, que ce soit les professionnels libéraux, que ce soit ici les établissements sanitaires, les laboratoires et également les pharmacies. Donc, on est plutôt, nous, côté SI de santé et également côté national, on est quand même, comment dire on est quand même ravis de voir cette belle cinétique et qui se poursuit, et ce n'est que le début. On peut passer à la session. Merci. Mon espace santé, la vue usagée, parce que finalement, mon espace santé, c'est notre petit carnet de santé numérique à tous. Et donc, qu'est-ce qu'on y voit? C'est ce que je disais tout à l'heure. On va pouvoir venir compléter son profil médical, comme je partageais juste avant. On va pouvoir recevoir des messages de professionnels de santé, mais attention, on ne peut pas déclencher de conversation avec un professionnel de santé. C'est le professionnel de santé ou l'établissement qui envoie un message au patient ou à l'usager. Tout dépend le prisme. Donc, c'est pas possible dans les deux sens, sauf dans un seul sens. Il y a un seul usage, c'est que le professionnel, l'usager peut, à son initiative, envoyer un message, mais uniquement auprès des pharmacies de ville, pour pouvoir envoyer son ordonnance et voilà, qu'on soit sûr, est-ce que vous avez bien cette presse chez vous avant qu'il ne se déplace sur site. C'est le seul cas d'usage qui existe. Sinon, on reçoit uniquement les messages de la part des professionnels qui sont dans le cadre de notre parcours de soins, bien évidemment. On peut ajouter des documents qui nous semblent pertinents, comme des certificats de vaccination, un certificat d'aptitude au sport, comme on veut. On peut bien évidemment, en tant qu'usager, en tant que patient, consulter les documents qui sont dans notre DMP et également consulter les documents que pourrait nous envoyer, en dehors des professionnels de santé, l'assurance maladie. Et surtout, un point très important sur lequel je vais insister, parce que souvent les remontées, c'est oui, mais j'ai peur que n'importe qui consulte mes données,
j'ai peur que mes données, ça soit docteur XY dans le sud de la France qui puisse y accéder. Je rappelle que mon espace de santé, l'usager, le patient a la main sur ces données de santé. Donc, vous pouvez masquer certains documents de santé, votre choix, et vous pouvez faire le choix de ne partager des documents de santé que exclusivement avec votre médecin traitant ou votre spécialiste, celui qui vous suit actuellement, et bloquer les autres professionnels de santé. Et autre chose, si une personne, un PS, professionnel de santé, se connecte et consulte un document de santé qui est dans Mon Espace Santé, vous avez la possibilité d'avoir la visibilité de ces éléments et donc de savoir qui s'est connecté, enfin pas qui s'est connecté, le mot n'est pas bon, mais qui a consulté le document qui est dans votre espace de santé. Et donc à ce moment-là, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, si c'est un professionnel ou ça ne vous parle pas du tout, vous pourrez à ce moment-là le signaler et également le bloquer. Donc, c'est la phrase juste après. L'usager est informé de toutes les opérations effectuées sur Mon Espace Santé, que ce soit du dépôt d'un document, de la première consultation par un PS, accès en cas d'urgence, qu'on appelle les bris de classe avec le SAMU, ou réception d'un message d'un professionnel de santé. On peut passer à la slide suivante. Si je peux me permettre. Oui, je vous en prie. On avait eu des questions un peu dans ce sens-là et on s'était nous-mêmes questionnés par rapport à notre propre présentation. Le fait de bloquer, que le patient ait la possibilité de bloquer, voilà, on entend les différents arguments. Pour autant, est-ce que vous avez déjà eu des remontées du type que ça pourrait gêner à la bonne prise en charge? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a déjà eu des remontées de terrain dans ce sens-là? Dans le sens, en fait, de la récupération vraiment de l'intégralité des antécédents, de l'intégralité des traitements, avec les jeux des spécialistes divers et variés. Est-ce que vous avez déjà eu des remontées de ce type ou pas? Pas dans ce sens, c'est l'inverse. C'est souvent les remontées qu'on a, c'est j'ai peur que des professionnels consultent des documents auxquels ils n'ont pas le droit. Et pas dans l'autre sens. Et pas dans le sens j'ai bloqué des personnes et du coup peut-être effectivement que ça a eu un impact dans ma prise en charge. Peut-être qu'on pourra avoir ce type de remontée-là et j'entends bien parce que j'avoue que c'est une des limites. On imagine que le patient qui bloque certaines données de santé à des professionnels qui le suivent, ça peut gêner, on va dire, sa prise en charge. Mais Mon Espace Santé a été voulu comme ça, c'est-à-dire qu'on laisse l'usager, le patient, mettre de ses données de santé, parce que c'est une garantie aussi de confiance. Et que si on donnait cette possibilité au PS d'accéder comme il le souhaite aux données de santé du patient, voilà, c'était ce contrat de confiance-là. Et vraiment, les remontées sur le terrain, c'est les peurs des usagers que tout le monde se connecte à leurs données de santé. C'est une grande crainte, surtout en termes d'usage. Et donc, si on regarde maintenant les professionnels de santé, alors en tant que professionnel de santé, quand on est dans son activité quotidienne, on ne va pas se connecter au Mon Espace Santé du patient, on est d'accord. On va se connecter à notre logiciel métier. Et sur notre logiciel métier, on va pouvoir saisir, par exemple, une lettre d'adressage. J'ai un patient devant moi qui présente une certaine symptomatologie, je veux l'adresser dans telle clinique auprès d'un de mes confrères, je vais écrire une lettre d'adressage. Et via mon logiciel de métier, cette lettre d'adressage, je vais pouvoir cliquer, si mon logiciel métier est compatible Ségur, je vais pouvoir cliquer sur un bouton et cette lettre d'adressage automatiquement va être envoyée au DMP, va venir alimenter le DMP de monsieur XY. Et à ce moment-là, j'ai mis un petit catéchisage à la fin, mais je m'avance un petit peu. À ce moment-là, le chirurgien, mon confrère qui est dans l'autre établissement, quand il aura le patient devant lui, il n'aura plus qu'à aller lui aussi sur son logiciel métier et d'un clic, aller consulter le DMP de monsieur XY et retrouver la lettre d'adressage. Donc, il est là aussi le partage de données sécurisées de santé. On verra après par la suite, mais là, je m'avance un peu. Donc, les professionnels de santé, via leur logiciel métier compatible Ségur, ils vont pouvoir venir déposer des documents, c'est ce qu'on vient de se dire, des comptes rendus de bio, des volets de synthèse médicale, des comptes rendus de radio, ça peut être plusieurs typologies de documents de santé, et ils vont pouvoir également venir consulter ces documents. Donc, qu'on soit bien d'accord, il y a une part d'alimentation et une part de consultation du DMP via leur logiciel métier
ou si ce n'est pas encore le cas, si ce n'est pas compatible Ségur, ils doivent sortir de leur logiciel métier, aller sur le portail web pour consulter les documents du patient. Donc, c'est un accès sécurisé, bien évidemment, pour alimenter et consulter les documents. Ça ne peut pas se faire juste comme ça. Donc, transmettre, c'est ce qu'on s'est dit, des documents et envoyer également des messages vers la messagerie sécurisée de santé. Donc, les professionnels de santé, à leur initiative, peuvent envoyer des documents vers la messagerie sécurisée de santé. Soit entre professionnels, il a besoin d'envoyer un document à son confrère, il peut passer aussi par la MSS, ou soit à l'usager, il passe également par la MSS, mais c'est ce qu'on appelle la MSS citoyenne. Mais ça, ce sont des petites susceptibilités, c'est pas important. Donc là, juste, on rappelle ce qu'on s'est dit précédemment. La vue du professionnel de santé, donc qu'est-ce que lui va pouvoir voir via, je le redis, son logiciel métier. Il va pouvoir voir la synthèse, il va pouvoir voir tout ce qui concerne le plan de soins, la dispensation de médicaments, les comptes rendus d'imagerie médicale, les comptes rendus d'hospitalisation, les lettres de sortie d'hospitalisation, les certificats, etc. Et le patient, lui, il va devoir se connecter sur son espace santé, mon espace santé, où il va pouvoir retrouver sa santé en résumé, ses allergies, ses antécédents. Il va pouvoir retrouver ses ordonnances. Lui aussi, il retrouve ses comptes rendus éco, ses comptes rendus de bio, ses comptes rendus d'hospi, etc. On peut passer à la slide suivante. Madame Erachidi, il y a une petite question dans le chat. Ouais, je ne vois pas les questions, je vous avoue. Alors, est-il envisagé dans un futur proche d'avoir également les ordonnances de rétrocession vers la PUI? Alors là, faut me guider. Les ordonnances de rétrocession. C'est un cas bien particulier, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des médicaments, la plupart du temps de la réserve hospitalière, mais qui sont inscrits sur une liste, particulière qu'on appelle la liste de rétrocession, qui permet à des patients non hospitalisés de bénéficier de traitements, en fait, hospitaliers. Et c'est vrai que c'est un vrai problème, entre guillemets, «logistique», dès qu'en fait vous avez des liens comme ça, avec des patients, de ville et avec une part de traitement hospitalier et avec l'accessibilité de cette information et le fait on ait des va-et-vient, déjà, entre les patients et surtout que l'officinal comme l'hospitalier puissent avoir la complète information des traitements, à la fois de ville et à la fois d'hôpital et vraiment récupérer l'intégralité du traitement. J'ai bien traduit, madame Couffin? Si vous c'était vous, je pense, qui avez posé la question? Oui, oui, je vous remercie. Techniquement, si j'ai bien compris ce qui était demandé, c'est que si l'ordonnance du patient est bien déposée dans son DMP et que l'officine hospitalière y accède, ce qui est le cas, hein, je n'ai jamais été sollicitée sur cette question-là, mais j'imagine que si l'ordo elle est déposée dans le DMP, l'officine hospitalière y accède, il ne devrait pas y avoir Alors de problème. c'est pas encore aussi Non, fluide que ça, je pense, vis-à-vis des pharmaciens connectés, je pense. hospitaliers actuels là, non? Je pense que Et c'est pas fluide, mais on voilà. imagine par la suite, parce qu'il y aura une deuxième vague, la deuxième vague de Ségur numérique de santé, elle arrive aussi. Donc, on imagine par la suite que si le partage de données se fait de manière optimale, que toutes les problématiques également techniques sont aussi résolues. J'imagine que par la suite, ce sera possible. Mais là, pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais eu de remontée ou cette typologie de questions spécifiques aux officines hospitalières et à la délivrance de ce genre de médicaments. Je vous l'avoue. Je vais me permettre de faire en fait une autre sous-question. C'est plus par rapport à la messagerie. Vous avez mentionné que le patient ne peut envoyer un message qu'au pharmacien d'officine. Et donc l'idée, c'est qu'il puisse. De ville. Oui, de Pour le ville. moment. Et donc Oui. aussi qu'on puisse. L'idée, c'est de pouvoir correspondre parce qu'on a le même type d'échange, qui puisse aussi envoyer un message au pharmacien hospitalier. Voilà. En tout cas, si on se dit ça, là on est en train d'essayer de trouver. En tout cas, la pharmacie hospitalière est également aussi en mesure d'envoyer un message, d'être à l'initiative du message vers l'usager, qui peut à ce moment-là déposer, si c'est le cas, son ordonnance dans la messagerie sécurisée et la pharmacie hospitalière le reçoit à ce moment-là. Vous voyez? Donc ça passe comme un canal médecin, parce qu'on fait partie de l'hôpital.
Ça, je peux pas être sûre de ma réponse. Par contre, je suis partante pour prendre On prend la question et ouais, on la et de la repositionne. En partager. Pas de fait, souci. Oui. ce que le lien se fait dans les en fait, il y a 2 échanges. C'est effectivement le lien, comme l'expliquait madame Couffin, parce qu'en fait, en tant que pharmacie hospitalière, donc la pharmacie hospitalière va être responsable de la dispensation en rétrocession et donc comment on fait le lien avec le patient vers l'officinal, mais inversement, on va avoir également le lien de l'officinal vers la pharmacie hospitalière, rapport en fait aux informations liées au DP. Oui. Et là, c'est tout également l'enjeu, voilà, c'est la récupération de ces informations qui proviendraient des DP avec l'accessibilité par les pharmaciens hospitaliers dans le cadre d'actions de pharmacie clinique, qu'elles soient de l'analyse pharmaceutique ou la conciliation des traitements, de récupérer des informations portées dans le DP. Ouais, je bien entendu. On posera par Ouais. écrit. Comme ça, moi, je la remonte de mon côté, très probablement plutôt au niveau national, qui seront bien en mesure à ce moment-là de me répondre sur ce cas spécifique, officine hospitalière, officine de ville, et sur cette dispensation-là particulièrement. Merci. Merci à vous. Ce qu'on souhaitait également vous partager, c'est comment ça se passe, le sujet du numérique en santé dans les Hauts-de-France. Bien, c'est un copilotage d'une feuille de route numérique en santé avec l'assurance maladie. C'est des programmes de financement dédiés. Madame Choquet en avait parlé précédemment également dans ses slides. Donc, sur les différents secteurs ou différents couloirs, comme on le souhaite, hospitalier, médico-social, ambulatoire, officine, laboratoire bio. Donc, ce sont des programmes de financement comme SunES, qui est dédié au secteur hospitalier, ESMS numérique, qui est dédié au social et au médico-social, le dispositif SONS, qui est un dispositif qui permettait, que ce soit aux établissements ou aux libéraux, de ne pas avancer les frais. Et c'était en lien direct avec l'éditeur qui se mettait en lien avec la TIH, on va dire avec le national. Et c'était également des dispositifs comme l'avenant 9 à la convention médicale, ça c'est plutôt pour le secteur libéral, pour favoriser effectivement l'installation, tout simplement. Tous ces programmes, c'est quoi? C'est aider à l'installation des solutions référencées Ségur et aider également aux usages. Donc ensuite, un troisième point sur cette slide dont je voulais vous parler, c'est notre partenaire, nous, en région. C'est le groupement régional d'appui au développement de l'e-santé, ce qu'on appelle le GRAD. C'est notre partenaire régional, c'est notre assistance à maîtrise d'ouvrage sur tous les sujets numériques. Et donc, l'une des missions que porte le GRAD INEA, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs des établissements sanitaires et notamment à l'usage du DMP, de la MSS et Mon Espace Santé. Et donc, c'est un acteur que vous pouvez solliciter. Ils sont très particulièrement en lien plutôt avec les DSI, puisque c'est leur point d'entrée dans les établissements sanitaires. Et donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement le GRAD? Concrètement, le GRAD, il peut être sollicité pour venir en CME, pour présenter d'abord le DMP, la MSS, le Mon Espace Santé, comment ça fonctionne au sein de l'établissement sanitaire. Ils peuvent remettre des kits de déploiement à l'établissement sanitaire pour tout simplement déployer la communication sur Mon Espace Santé un petit peu partout dans l'établissement sanitaire. Ils peuvent également avoir un accompagnement individuel de l'établissement sanitaire aux besoins. Donc parfois, il y a des établissements qui ont besoin plutôt d'un accompagnement technique. Cette fois-ci, c'est vraiment toute une histoire de certificat, d'installation, etc. D'un accompagnement parfois plutôt méthodologique, également organisationnel, conduite du changement. Et ils peuvent mettre en place également des actions de sensibilisation dans l'espace santé. Donc très souvent, ils sont sollicités par certains établissements sanitaires pour mettre en place des stands, pour des webinaires, pour intervenir dans des grandes réunions de services de l'établissement, où ils vont venir tout simplement présenter c'est quoi mon espace santé, ça sert à quoi, le DMP, la MSS, finalement un petit peu ce qu'on est en train de globalement de se dire ici. Et aussi, et pas des moindres, on suit les indicateurs avec l'établissement. C'est surtout nous, côté ARS, avec le GRAD, on a des réunions tous les 15 jours, des espèces de co-suivis départementaux, où on va balayer
tous les établissements sanitaires, par département. Et pour chaque établissement sanitaire, on va venir regarder les indicateurs. Les indicateurs en termes d'appel au téléservice INSI. On va regarder en gros, est-ce qu'il qualifie ou pas l'INS, qui est un prérequis indispensable pour aller alimenter le DMP et le consulter. On va venir regarder combien de dépôts d'alimentation du DMP ont été réalisés, et on va venir regarder aussi combien de messages ont été, la MSS, combien de messages ont été envoyés ou reçus par l'établissement. Bien évidemment, tout ça, on le fait en regard de l'activité combinée de l'établissement. Ça va dépendre de son activité. Si c'est un petit établissement ou un gros établissement, on ne va pas demander les mêmes indicateurs. Et donc, ça nous permet de suivre très finement les établissements et de missionner le grade, INEA, voilà, en leur disant, attention, il y a une vigilance sur cet établissement-là. Est-ce qu'il est accompagné sur telle thématique? Est-ce que vous les avez sollicités? Est-ce que vous êtes remis en contact avec eux, etc. Une slide tout simplement pour rappeler ce qui a été dit avant. Donc finalement, ce sont des stands, comme je le disais tout à l'heure. Bon, ça a été fait à Noël, puisque je vois un petit sapin derrière. Donc, ça a été fait à Noël. Mais depuis, bien évidemment, qu'il y en a eu beaucoup dans la région. Puisque ce que je n'ai pas dit, c'est le grade, il répartit une de ses ressources humaines, ce qu'ils appellent les chargés d'accompagnement territoriaux. Il y en a 7. Et c'est sur chaque territoire des Hauts-de-France. Donc des territoires qui ont on va dire des limites spécifiques sur les anciens TAS, territoires d'animation en santé. Donc, il y en a 7. Et donc, chaque chargé d'animation territoriale, il a dans son escarcelle tel établissement sanitaire. Et donc, ce sont eux qui se déplacent dans les établissements sanitaires et qui accompagnent à la mise en place d'actions de sensibilisation. Ils mettent en place parfois même des stands d'activation de compte Mon Espace Santé. Et ça se fait aussi en appui avec l'assurance maladie. Et plutôt, je vais même dire avec les CEPAM, les caisses primaires d'assurance maladie. Et donc, on les sollicite, ils y vont à 2 sur les établissements pour mettre en place ce genre de stand de sensibilisation. Et il y a aussi d'autres typologies d'accompagnement. Et donc là, c'était pour vous partager le cas d'usage de Marc. Marc qui consulte son médecin. Il a chuté en vélo. Et il consulte son médecin parce que justement, il a chuté en vélo, il a mal, on va dire, à son genou ou autre. Donc, il a déjà complété son profil Mon Espace Santé en indiquant les professionnels de santé qui le suivent pour ces pathologies. Donc, peut-être son médecin traitant et peut-être d'autres professionnels. Donc, il se rend chez son médecin traitant. Que fait le médecin traitant concrètement? Il prend la carte vitale, il l'insère, il fait appel au téléservice INSI, il qualifie l'INS, hop, et ensuite, à partir de là, via son logiciel métier, il va pouvoir aller saisir sa lettre d'adressage et qui va venir déposer dans le DMP du patient. Il clique sur un bouton, hop. Des fois, l'alimentation, même, elle se fait automatiquement. Il n'y a même pas besoin de cliquer sur un bouton. Ça dépend des logiciels métiers. Donc, voilà un petit peu ce que fait le médecin traitant. OK. Ensuite, Marc, forcément, il doit s'adresser au chirurgien dans la clinique à laquelle son médecin l'a adressé. Donc, il s'en va dans cette clinique X. Et pareil, au secrétariat, il va devoir fournir sa pièce d'identité pour permettre une haute authentification. Et à ce moment-là, que fait ce secrétariat? La même chose. Hop, on qualifie l'INS et on récupère. Et à ce moment-là, Marc, il va voir son chirurgien maxillofacial au sein de la clinique. Et donc, son chirurgien, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte sur son logiciel métier, hop, et il va directement aller voir qu'il y a un document. C'est la lettre d'adressage. Donc, il va pouvoir il va pouvoir lire la lettre d'adressage du médecin traitant et comprendre exactement pourquoi Marc a été envoyé ici. Donc, à ce moment-là, à la suite de sa consultation, le chirurgien, il donne l'indication il y a une indication à opérer. Et donc, à ce moment-là, il dit, bon, il faut une consultation d'anesthésie. Et il dépose également, le chirurgien, sur le DMP, tout simplement, son compte-rendu. Marc se rend chez l'anesthésiste. Que peut voir l'anesthésiste? L'anesthésiste, lui aussi, également, il peut consulter les documents dans le DMP, il va pouvoir retrouver la lettre d'adressage du médecin traitant, il va pouvoir retrouver le compte-rendu du confrère de chirurgie maxillofaciale, en l'occurrence, et l'anesthésiste, il a besoin également de prescrire
des examens de labo, et notamment un examen de, voilà, je sais pas moi, une numération, pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est son patient avant l'intervention. Et donc, à ce moment-là, pareil, il va pouvoir prescrire ces éléments-là, ordonnance, et il va pouvoir venir la déposer dans le DMP. Ensuite, Marc, il va se rendre finalement dans son laboratoire de ville. Et à ce moment-là, le laboratoire suit le même process que les précédents, c'est-à-dire qu'il va prendre la carte vitale, faire appel au téléservice INSI, qualification de l'INS, et à ce moment-là, il prend connaissance de la prescription du docteur XY anesthésiste, pardon, et il se dit, OK, il y a telle ordonnance, et donc il va pouvoir réaliser le bilan sanguin. Et ce bilan sanguin, une fois qu'il sera réalisé, le résultat sera poussé par le laboratoire bio dans le DMP du patient. Comme ça, quand Marc rencontrera à nouveau le jour J l'anesthésiste va pouvoir consulter directement le DMP de son patient et vérifier, de dire, OK, je vois bien le compte-rendu de laboratoire bio, pour moi tout est OK, on va pouvoir faire l'intervention comme on l'avait initié au départ. Donc voilà un peu, c'est un cas d'usage un peu peut-être grossier, mais qui permet vraiment de comprendre le cheminement de l'usager. Et puis là, c'est un cas d'usage qui est assez simple. À quoi sert la qualification de l'INS? À quoi sert le dépôt des documents dans le DMP? Là, on n'a pas parlé des MSS, mais on aurait pu très bien également aussi ajouter la brique MSS où le laboratoire, par exemple, envoie un message sécurisé par la MSS à son patient en lui disant OK, vos résultats sont disponibles et lui déposer. Voilà. On peut imaginer beaucoup de cas d'usage, mais l'objectif, c'est vraiment le partage sécurisé de santé de données entre les professionnels et également le partage avec les usagers et qu'ils puissent avoir la main sur leurs données de santé. Voilà, je pense qu'il y avait peut-être quelques autres slides pour moi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il reste une slide de Ouais, contact. voilà, je voulais partager avec vous nos contacts, que ce soit côté ARS des Hauts-de-France, le service SI de santé, vos questionnements, s'il y a des choses à remonter, ce sera avec plaisir. Et le grade INEA, pardon, je vous ai mis directement la page web et en fait, vous tombez directement sur le contact. Comme ça, vous n'avez plus qu'à saisir votre demande et à l'envoyer. Et à ce moment-là, ça arrive directement chez eux. Pas l'adresse mail, je pense que c'était pas optimal. Voilà, en tout cas, j'espère avoir été le plus clair possible, le plus simple. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce Alors, que déjà, ça vous a été utile? Il y a une petite question. Le Oui. grade, donc INEA, peut-il également aller en masse, en maison d'accueil spécialisée? Ça correspond à les masses, c'est est-ce que quelqu'un peut me dire peut-être Établissements médico-sociaux. Ouais. Oui, ça fait partie, si c'est un établissement médico-social, c'est dans leur périmètre, notamment comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers tout ce qui est programme SMS numérique. Là, on rentre pas dans ça, mais il y a aussi toute cette partie-là où ils accompagnent encore maintenant la numérisation de ces structures, l'accompagnement aux usages, etc. Donc oui. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y a une autre Je suis question à votre qui arrive. disposition. Alors, le patient peut-il choisir que certains de ses documents ne soient pas visibles sur son espace santé? Oui. Alors, juste peut-être parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont venues en cours, le patient a les mains sur ses données, la main, pardon, sur ses données de santé. Il peut choisir de masquer ou de démasquer tous les documents ou certains documents et il peut choisir de bloquer certains professionnels, voire tous les professionnels et n'en choisir qu'un avec lequel il souhaite partager ses documents de santé. D'accord. Et ensuite, c'était sur la question, donc si le grade peut intervenir en maison d'accueil spécialisée, est-ce qu'ils peuvent accompagner des personnes en situation de handicap cognitif à ouvrir leurs droits? Très bonne question. Très bonne question. Et c'est un sujet assez, c'est pas compliqué, mais il y a toute une question des aidants et
des limites finalement de mon espace santé. Parce qu'une personne qui est en situation de handicap cognitif, est-ce qu'elle a l'autonomie? Est-ce qu'elle gère tous ses comptes? Si oui, oui, à ce moment-là, ils peuvent aider. Ils peuvent mettre des stands de sensibilisation sur le sujet de mon espace santé et accompagner les usagers. Par contre, si on a une personne qui est en situation de handicap, qui est sous tutelle, qui est sous curatelle ou qui a des aidants spécifiques, là, c'est un autre sujet. Et je vous avoue que je suis plutôt... j'aurais pas tout le bon niveau de réponse aujourd'hui à vous donner. Parce que on peut pas, le grade, il n'a pas cette capacité-là. Si la personne est sous tutelle, curatelle, ou s'il y a des aidants qui gèrent et qui accompagnent la personne en situation de handicap, ils peuvent pas venir et l'aider à activer son espace santé. D'ailleurs, même les professionnels de santé qui gèrent ou qui accompagnent ces personnes en situation de handicap, que ce soit dans des ESAT ou dans d'autres structures, ils peuvent pas leur faire, autres structures médico-sociales ou sociales, ils peuvent pas ils peuvent pas leur activer mon espace santé sans avoir eu une autorisation claire. Ça se passe pas comme ça. Je veux dire, on peut pas leur ouvrir et leur dire, bon, voilà. Parce qu'ensuite, c'est pour en faire quoi? Qui aura la main sur ces données de santé du patient? Qui pourra les consulter? Qui aura à sa disposition les codes de sécurité de connexion? Voilà, il y a un gros sujet sur ça. Et je m'étais déjà rendue à Saint-Paul sur Ternoise auprès d'une association de la SRL. Et c'était déjà des éléments qui étaient relevés et c'était des limites. Comment avoir l'autorisation de patients en situation de handicap pour qu'ils puissent avoir accès à leurs données de santé s'ils ont un handicap plutôt cognitif. Il y a une personne qui indique qu'il y a des documents faciles à lire et à comprendre expliquant mon espace santé et comment activer mon espace santé viennent d'être réalisés Tout à fait. par Ouais. INEA. Donc, ça peut peut-être aussi aider du coup à au moins accompagner une personne Au en moins, ce qu'elle situation puisse avoir les informations et le bon niveau d'information, ça INEA peut et sait le faire et c'est déjà à sa dispo. Mais ensuite, on parlait d'activation des comptes, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, c'est pas aussi simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Elles sont les bienvenues, vos questions. N'hésitez pas. Alors, il n'y a pas d'autres questions. J'ai laissé du coup la diapo avec l'adresse mail, comme ça, si jamais il y a des questions qui reviennent, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours suivants. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. C'était très intéressant. Oui, n'hésitez pas, au plaisir de pouvoir présenter avec vous les sujets du numérique en santé, en tout cas qu'on traite ici à la RSD Hauts-de-France. C'est un plaisir en tout cas pour moi, c'est un plaisir de partager avec vous. Un grand Merci beaucoup. merci à vous. On se permettra de recenser s'il y a d'autres questions en cours de route et de vous les rerouter. En tout cas, avec plaisir. C'est soit j'ai le bon niveau de réponse et je réponds directement, soit je vous réponds en disant je fais remonter au national parce que c'est des questions spécifiques sur lesquelles nous, on n'a pas toute la main puisque mon espace santé, c'est pas un outil régional, c'est un outil national. Mis en place par la DNS notamment, avec l'ANS. Donc, on traite en direct avec eux sur des questions spécifiques comme ça, on traite en direct. Et on remonte les difficultés, s'il y a aussi des choses à remonter, des choses qui vous semblent pas pertinentes ou des améliorations. Mais nous, ça nous aide aussi à les remonter au national en leur disant, il y a ça ou ça peut être pertinent à mettre en place et à faire évoluer l'outil. Merci à tous. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une très, très belle journée. Au revoir. Merci, belle journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Alors, pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, est-ce que tu peux juste remonter sur le programme, Laurine? On a un petit peu inversé le jeu des présentations parce que il fallait qu'on s'adapte aux agendas et puis il y a eu un petit couac sur les horaires de communication. Donc, je vais juste reprendre le fil directeur tel qu'il devait être mis au départ. On devait intervenir aujourd'hui avec Mathieu sur les enjeux de la communication et de l'information à travers le décryptage de fiches pédagogiques
que peut-être vous ne connaissez pas forcément tous, parce qu'il y en a eu beaucoup en termes de production, là, avec beaucoup d'actualisations sur la part 2024, et ça continue. Ça va encore continuer cet été avec pas mal d'actualisations et des informations vous seront données plutôt à la rentrée. Pour autant, on voulait vous les présenter. On voulait vous faire des retours également sur quelques cas de IAS et d'erreurs médicamenteuses, notamment sur la base du fichier de déclaration effectué en région pour l'année 2022. Et normalement, on aurait dû enchaîner voilà, avec la présentation et faire le fil directeur avec mon espace santé. Donc, on a un peu inversé les choses. Pour autant, on va reprendre notre fil directeur. Et je vais passer très vite sur la diapo liée à la certification. En grosso modo, donc tu veux peut-être arriver directement, mais le but, comme l'a expliqué Mme Rachidi, c'était en fait de vous présenter pourquoi également la certification a fait des focus dessus. Donc, il y a maintenant 7 critères sur la version 2024. Il y a 7 critères numériques qui sont rentrés dans la certification, 2 rapports aux gestions des risques numériques qu'on va pas aborder ici, mais qui sont voilà, la maîtrise par l'établissement du risque de sécurité, donc c'était tout ce qui était cyberattaque, et puis tout ce qui est autour de la sécurisation de l'identification des professionnels dans leur système d'information. Donc ça, je laisse ces critères de côté. Et aujourd'hui, on voulait faire un point sur 2 critères parmi 5 qui font partie des critères liés à la promotion des bons usages, avec le critère 2.205 qui est l'usage du système d'information pour l'accès au dossier du patient, et le critère 1.118 qui est l'information du patient sur les données qui lui sont faites en établissement, les données qui sont déversées, et également les devoirs et droits d'information qu'en tant que professionnel, on doit faire auprès du patient, et inversement que le patient doit savoir voilà, ce qu'on y déverse. Donc, sur la diapo suivante, voilà, on aborde le point donc, du 2.205. Les équipes de soins ont accès aux informations du patient avec un système d'information dédié. Donc, ce qu'on veut retrouver, c'est vraiment, et ce sur quoi ça a été mis en accent cette année, c'était vraiment un renforcement de l'accès au système d'information par et pour les professionnels, avec l'insistance, on le sait déjà au préalable, sur l'ergonomie du système informatique qui va permettre aux professionnels d'avoir un accès facilité et un accès simultané à l'ensemble du dossier patient pour une bonne prise en charge. Et le fait qu'on insiste maintenant aussi sur le fait que les équipes sont accompagnées dans la prise en main de ces outils et de ces logiciels. Tout ce qu'il y avait auparavant et que vous connaissez déjà, à savoir tous les éléments nécessaires à la prise en charge du dossier, toute la notion de traçabilité était déjà portée. Là, ce qui a un peu changé, c'est qu'on voit vraiment intégrer dans le nouvel ajustement du manuel et la fiche pédagogique qu'on va décrypter ensuite, l'insistance sur la notion pour les équipes de consulter le dossier médical partagé et ou le dossier pharmaceutique du patient, selon en fait les cibles qui ont été définies par la CME, notamment via le service, en tout cas intégré à travers le DMP dans le logiciel en fait métier qui est au niveau de l'établissement. Sur le critère suivant qui concerne plus l'information du patient sur le dossier médical de mon espace santé, donc là c'est vraiment un nouveau critère qui est arrivé avec le fait que le patient doit recevoir une information claire, adaptée à son degré de discernement sur ses modalités de prise en charge. Donc là, on va chercher derrière, dans le patient traceur, le fait que le patient reçoit les informations utiles en amont de son hospitalisation, donc tout ce qui est rappel de rendez-vous, tout ce qui est horaire d'arrivée, tout ce qui est information préopératoire, pré-anesthésique, pré-thérapeutique, le fait que le patient reçoive un livret d'accueil à son arrivée et qu'il connaît en fait les mesures qui vont lui être demandées pour s'assurer de sa bonne identité tout au long de sa prise en charge. Et aussi le fait qu'on va informer le patient qu'on va venir alimenter son dossier médical partagé dans le cadre de sa prise en charge en cours d'hospitalisation et qu'il a le droit de s'y opposer. Et côté professionnel, ça va être le fait de pouvoir, en fait, tracer, la remise informer déjà, le patient qu'on va lui donner toutes ces informations utiles et qu'on va pouvoir, en fait, les intégrer, dans mon espace santé. Donc sur la diapo suivante, donc on va plus attaquer ce décryptage de fiche pédagogique. Donc elle a changé de nom entre deux. Même si la page de garde date encore de septembre 2023, il y a une actualisation 2024 qui a été faite dessus. Je vous ai mis en bas les 2 liens. Alors le lien vers le dossier médical partagé sur le site du ministère
et le lien direct vers la fiche pour que vous puissiez la récupérer dans son intégralité, parce qu'on ne va pas faire le décryptage complet de la fiche, on voulait vraiment faire le lien avec la présentation que vous avez eue auparavant. Les points clés de cette fiche, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'elle a pour vocation une prise en charge sans rupture de parcours, avec derrière insister sur la communication, la coordination des différents acteurs autour de l'information qui doit être donnée aux patients, et également la coordination des différents acteurs entre eux. Donc, diapositive suivante. Donc, il y a sur ce premier point, l'idée est d'insister sur l'accès aux données de santé par les professionnels. Donc, comme on l'a dit, l'accessibilité au DP, l'accessibilité au DMP, avec des outils faciles, ergonomiques, sécuritaires, et permettre des échanges sécurisés des données de santé. Donc, on voit là sur cette slide tout ce qui est représenté en termes de dossier patient, qui va correspondre en fait vraiment à la partie du dossier administratif autour, ce qu'on connaît, les pièces justificatives des personnes de confiance, mais également le dossier de soins en tant que tel, avec les comptes rendus, les prescriptions, les résultats d'examen, et les points particuliers des dossiers médicaux, des dossiers de soins infirmiers, des dossiers de paramédicaux, avec le fait qu'on a une accessibilité à toutes ces informations et qu'on ait cette traçabilité de l'accessibilité par les professionnels et pour les professionnels. Donc, cas décrit dans la fiche, typiquement le SMUR avec un dossier médical, c'est la début d'avant, un dossier médical préhospitalier existant. On va tracer la prise en charge pour la transmission à l'équipe hospitalière d'accueil des informations utiles. Donc, l'hypothèse de diagnostic, quelle a été la thérapeutique mise en œuvre, quelle a été la surveillance réalisée, quel est le médecin à contacter. Derrière, au niveau des urgences, accès au dossier du patient qui a déjà séjourné dans son établissement, donc que ce soit en consulte ou en hospice, ou à minima pouvoir accéder au DMP. Pour les secteurs d'hospitalisation et les secteurs interventionnels, donc tout ce qui est transmission d'informations en amont comme en aval. Et au niveau de la pharmacie, ça c'est vrai que c'était important, ça a beaucoup bougé là sur le manuel. On voit qu'il y a le critère a fait changer les choses en demandant en fait à ce que l'analyse pharmaceutique intègre les informations du dossier pharmaceutique du patient lorsqu'il existe. Et donc ça, c'est important parce que dans votre pratique, je parle là, vraiment plus sur le côté pharmacien, au quotidien, dans nos actions, effectivement de pharmacie clinique, d'analyse et de conciliation, c'est vraiment le côté en fait d'avoir cette accessibilité à ces informations-là et comment on les utilise. Et il y a quand même, il y a également une actualité toute récente qui fait que là, depuis, le 19 juin 2024, le nouveau régime en fait du dossier pharmaceutique s'est généralisé. Désormais, il y a plus en fait, il y a une création automatique du DP en pharmacie qui se fait, sauf opposition du patient. Il y a eu un allongement de la durée d'affichage des traitements médicamenteux contenus dans le DP qui est passé désormais de 4 mois à 12 mois. Et on va avoir également un affichage des pharmacies dispensatrices dans le DP, qui était attendu par beaucoup de professionnels, tant en ville qu'à l'hôpital. Donc, théoriquement, la majorité des officines sont désormais occupées d'une version logicielle qui est compatible avec ce nouveau régime. Et depuis, il y a une nouvelle étape qui est franchie. Et concrètement, en fait, le fait que le DP de maintenant, il est ouvert automatiquement par l'Ordre national des pharmaciens, et c'est l'Ordre des pharmaciens qui va gérer les droits, notamment de clôture des DP. C'est-à-dire qu'une officine, au jour d'aujourd'hui, ne peut plus clôturer un DP à la demande d'un patient. Le patient devra initier la démarche et se rendre auprès du portail de gestion des droits, se rendre auprès, en fait, contacter directement l'ordre pour s'opposer à l'ouverture du DP. Donc, information d'actualité. Sur la diapo suivante, sur la partie accès aux données de santé par les patients, la fiche fait vraiment focus sur le fait d'informer les patients sur le fait qu'ils disposent d'un accès à mon espace santé et leur expliquer les modalités d'accès et les fonctionnalités. Donc, on comprendrait un peu plus le lien qu'on a voulu faire avec SIARS et le GRADE pour les Hauts-de-France, pour vous faciliter la tâche pour pouvoir les déployer et avoir en fait les moyens de communication en tant que professionnel pour convaincre les patients d'aller ouvrir ces espaces. Et donc s'assurer que le patient n'est pas opposé à ce que son équipe de soins l'alimente et consulte son dossier médical. Et après, la fiche reprend plutôt les informations autour des droits d'accès au DP, donc au dossier médical, pardon, au DPI, là pour le coup, au dossier médical de l'établissement,
et rôle de la CDU qui est informée des demandes et des délais d'accès. Sur l'autre fiche, alors en pratique, c'est vrai que ça oui pardon, excuse-moi, j'ai anticipé. Donc tu peux passer la diapo suivante. En pratique, ce qui peut être attendu autour de la certification, c'est comment l'établissement va assurer la promotion des enjeux liés à la consultation et l'alimentation du dossier médical de mon espace santé, du dossier pharmaceutique. C'est les questions que les experts du visiteur peuvent poser. Quels vont être les documents dont la liste sera déterminée en CME que l'établissement transmet au DMP? Comment l'établissement s'est accordé en se disant voilà, ça c'est notre priorité, c'est de descendre ça. Avec l'exemple tout récent qu'on a pu avoir de remontée en audit croisé, où on trace les informations liées à la pose du DMI. Donc typiquement une des questions qu'on va remonter. C'est pas chose facile, c'est pas du tout prévu en tous les cas pour le moment. Et autant on peut demander à des établissements de s'organiser pour que ça soit fait dans leur DPI, autant il faut quand même qu'on sache où on doit aller les déposer, dans le DMP, dans mon espace santé. Quelles sont les messageries sécurisées qui sont utilisées au sein de l'établissement pour permettre la communication avec les intervenants externes? Où est-ce qu'on trace le bilan thérapeutique? Est-ce que vos professionnels terrain, ils ont la connaissance de où ils l'enregistrent? Et autres exemples, voilà, encore en région, comment en fait, est-ce qu'on autorise le patient à prendre seul ses médicaments, donc typiquement le PAM? Et comment et où dans le dossier, partagé, on va le préciser? Et en cas de transfusion, bah, quels sont les éléments qu'on va tracer dans le dossier? Voilà quelques exemples qu'on a voulu reprendre de la fiche. Alors le point suivant, on l'a abordé très rapide, voilà, on va pas s'attarder. Il faut que vous sachiez qu'il y a également une fiche pédagogique, qui est parue en janvier 2024 sur l'engagement patient usager. Donc ça, c'est pas forcément notre fer de lance, mais sachez qu'elle existe. Elle reprend en fait vraiment les infos, la formation des professionnels, les bonnes pratiques et outils de communication. On en parle un tout petit peu après, mais on va laisser, il y a France Asso qui la semaine prochaine fait un point sur la place du RU. On a largement parlé de mon espace santé, donc on laissera, voilà, France Asso vraiment parler du représentant et de la place du représentant usager dans ce positionnement-là. Donc diapo suivante, s'il te plaît. Donc vous l'avez compris, DMP, carnet de santé numérique sécurisé, accessible sur internet. On vous a remis les liens rapides avec la consultation des listes logicielles compatibles. Et le versant mon espace santé, où madame Errachidi a largement en fait, expliqué, c'est la diapo suivante, Laurine. Donc les trois usages principaux de mon espace santé en établissement, la transmission des documents de sortie, avec tous les documents, les comptes rendus issus d'une prise en charge, conventionnelle ou consultation, les échanges d'informations médico-administratives avec les confirmations de rendez-vous, les livrets d'accueil, les questionnaires de satisfaction en post-op et les échanges à fin de suivi médicaux, donc le suivi post-op, les transmissions d'informations, également pré-interventionnelles, les photos, voilà. Donc c'est vrai que les diapos ont plus forcément le même sens vu qu'elles étaient censées initier. Et donc on va passer en fait à quelques cas qu'on a pu retrouver, vraiment les cas en fait, on va pas dire, pas c'est des cas sur lesquels en fait on a voulu vraiment retrouver, des événements indésirables, graves et d'autres moins, mais dans lequel en fait, il y a eu un dysfonctionnement lié à un défaut de communication, un défaut d'accessibilité à l'information ou tout simplement pas de traçabilité de l'information. Et donc pour ce faire, on a utilisé, comme source les rapports EIGS 2020-2022 et surtout le fichier d'erreurs médicamenteuses 2022. Donc je laisse la parole à Mathieu. Merci Cynthia pour le relais. Et puis, oui, bah, pour ceux enfin, j'imagine que la plupart des personnes connaissent le fichier régional des erreurs médicamenteuses, donc que les établissements volontaires peuvent déclarer les erreurs qui sont survenues dans leur établissement à l'Omédit. Voilà, n'hésitez pas à poursuivre cette démarche. Pour ceux qui ne sont pas encore dans la démarche, n'hésitez pas à nous faire vos déclarations chaque année. Euh, alors, donc, je vais commencer par aborder les types d'erreurs qui ont été retrouvées donc, en lien avec le non-respect des bonnes pratiques qui sont donc liées à la prescription informatique. Alors, on peut d'abord retrouver des erreurs qui sont liées à un suivi clinique défaillant en raison de prescripteurs multiples. Donc, on peut retrouver, par exemple, une non prise en compte des résultats biologiques, aussi une non prise en compte de l'ensemble des ordonnances du patient,
donc étant donné qu'il y a différents prescripteurs, une absence de réévaluation aussi du traitement, avec donc pas d'arrêt ou alors pas de nouvelles prescriptions. On peut aussi assister à une réévaluation, mais il y a eu une omission de modification de l'ordonnance. Ensuite, on peut assister à une prise en compte défaillante des caractéristiques du patient, avec par exemple un compte-rendu d'anesthésie ou de bloc opératoire qui ne sont pas consultés, ou alors les informations qui ne sont pas tracées ou pas documentées. Et enfin, des erreurs de prescription avec une erreur de médicament, une erreur de posologie, un doublon de médicaments ou de classe, donc des choses auxquelles on assiste pas mal dans nos bases de données. On peut passer à la suivante, s'il te plaît. Alors, là, ici, les erreurs donc, liées à l'information et au système d'information, ça relève en fait de la défaillance de transmission de l'information au sens large de l'information. Alors, là, ici, sur les graphiques, ce sont la répartition des EIGS par thématique et par année. Donc, ça provient de la Haute Autorité de Santé. Alors, on peut voir que depuis 2018, quelle que soit la thématique, on a vraiment une très forte augmentation du nombre d'EIGS qui surviennent. Donc, on peut voir qu'on a à la fois les actions du patient contre lui-même et les erreurs liées aux soins ou à l'organisation des soins. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est les erreurs médicamenteuses et iatrogénie médicamenteuse qui sont, c'est la troisième thématique la plus importante. On a aussi les erreurs en lien avec la clinique et le diagnostic, les erreurs liées à l'information et au système d'information. Ça, c'est ce qui va nous intéresser. Et donc, on peut rester là, merci. Donc, les problématiques, on va avoir des problématiques au niveau du dossier du patient, qui va être partiellement informatisé ou alors être complètement en papier. On va avoir des problématiques au niveau du système d'information, des interfaces, y compris des interfaces homme-machine. On va avoir la problématique de transmission de l'information à l'oral. Et on va aussi avoir le défaut d'information du patient et de ses proches. Et ça va en découler en un défaut de diagnostic avec une erreur, un retard ou une absence de diagnostic, ou sinon un défaut de prise en charge médicamenteuse du fait de la non prise en compte de l'information. Donc on va aborder différents exemples qu'on a pu constater. Donc là, on est d'abord dans les EIGS. Alors, pour commencer, la non prise en compte des antécédents du patient, qui pourtant étaient documentés dans le DP, avec, par exemple, des chocs anaphylactiques qui sont causés par l'administration de substances auxquelles le patient était allergique. Donc, l'allergie était connue et documentée soit dans le compte-rendu de la consultation d'anesthésie, soit dans le dossier patient. Et un EIGS donc, qui a été documenté par la HAS, donc, pour illustrer, un choc anaphylactique au curare chez une patiente dont l'allergie est connue. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu une absence de dossier informatisé d'anesthésie, le compte-rendu de la consultation d'anesthésie dans lequel il est écrit que la patiente est allergique à ce produit n'est pas disponible au moment de l'induction. Le dossier patient n'a pas été lu et le médecin anesthésiste qui a consulté n'est pas celui qui a réalisé l'induction anesthésique. Donc là, dans ce cas-là, on a l'existence d'un DP informatisé, mais on a aussi la coexistence d'un support papier qui est à l'origine de l'EIGS. Deuxième exemple, le non-respect des bonnes pratiques de prescription en lien avec un défaut de suivi clinique ainsi que des prescripteurs multiples. Donc là, on a une double prescription par non-consultation des antécédents du patient. Donc une patiente âgée
qui est sous anticoagulant à la suite d'une intervention chirurgicale, qui se présente aux urgences avec une phlébite d'un membre inférieur. On lui prescrit donc à l'hôpital des anticoagulants alors qu'elle a signalé sa précédente prescription d'anticoagulants. Ainsi, elle va se retrouver avec une double administration d'anticoagulants pendant une période d'1 semaine, ce qui va aboutir comme EIGS, une hémorragie interne. Et là, donc, que s'est-il passé? On a une non prise en compte par le professionnel des informations qui ont été données par le patient sur sa prise en charge médicamenteuse. Et une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la prise en charge aurait changé si l'information du traitement personnel de ville avait été portée dans le DMP? En tout cas, ça aurait été une mesure barrière qui aurait sans doute été efficace. Alors maintenant, on va vous rapporter des éléments qui nous ont été rapportés donc, en région avec dans notre base des erreurs médicamenteuses. Le premier exemple, c'est un relais HBPM AOD qui se déroule dans un contexte de week-end et aussi avec une prescription informatisée. Donc, on a un patient hospitalisé pour embolie pulmonaire qui est anticoagulé par sabdéparine. Alors, un relais de l'héparine par AOD est prévu avec Eliquis comme AOD. Ce patient présente une dégradation de la fonction rénale durant le week-end. On a donc un switch Eliquis par Pradaxa avec un dépannage par les IDE en pharmacie satellite durant cette période de week-end. Et le lundi matin, donc après le week-end, le médecin du service qui se rend compte de l'oubli d'arrêt de la ligne d'Eliquis lors du relais par Pradaxa. Et ainsi, on a eu, durant 3 jours, une coprescription et administration de Pradaxa et d'Eliquis à dose curative. Donc ici, là, on a les bonnes pratiques de prescription, de dispensation et d'administration Oui, qui c'est n'ont moi. Bonjour. Ça n'ont va? pas été respectées. Bienvenue. Donc on a un cumul d'absence de barrières et donc on peut recommander de positionner clairement sur la prescription les dates ainsi que le moment de la journée d'arrêt et de reprise pour l'exemple des anticoagulants ainsi que le relais éventuel. Donc là, si ces mesures barrières avaient été respectées, on aurait évité cette erreur médicamenteuse. Deuxième cas qu'on a pu repérer, c'est une double administration due à un défaut d'information sur le dossier patient. Une patiente qui est de retour de bloc en milieu d'après-midi, c'est une patiente qui est très algique. L'IDE vérifie dans le dossier patient les antalgiques qui ont déjà été reçus au bloc et en salle de réveil. Donc, ce qui est indiqué, c'est du perfalgan et du kétoprophène qui ont été administrés. Merci. C'était vous. Merci. La patiente est légèrement nauséeuse. Elle reçoit une administration d'ondansetron ainsi que de nalbuphine. Et malgré ces médicaments, la patiente est toujours très nauséeuse. Elle est très pâle. Il y a un appel à l'anesthésie de garde qui informe alors l'IDE du service qu'elle a reçu en salle de réveil de la nalbuphine, donc en salle de réveil. Et donc, on a eu une double administration de nalbuphine dans le service et puis précédemment en salle de réveil. Et donc, malgré les multiples vérifications qui avaient été faites dans le DPI et l'appel en salle de réveil pour savoir où était tracée cette information, impossible de retrouver. Non, cette information n'a jamais été retrouvée. Et donc, la patiente a reçu 2 doses de nalbuphine avec comme effet indésirable des nausées et des vomissements importants. Donc, cette patiente a bénéficié évidemment d'une surveillance clinique accrue et une prescription de doropéridol en supplément.
pour lutter donc contre les nausées et vomissements importants liés au surdosage. Et donc, dans ce cas-là, on a eu une absence de transmission entre professionnels et de traçabilité de ces informations autour de cette administration qui a été effectivement réalisée au bloc. Donc, on a eu des transmissions orales qui n'ont pas été reportées dans le DPI, et donc les services d'aval n'ont pas eu cette visibilité. Ensuite, autre cas qu'on a pu repérer, c'est lié entre transfert de service ainsi qu'une retranscription informatique. Donc, une patiente qui est admise aux urgences puis en médecine polyvalente. Cette patiente a une prescription d'hémigoxine, un comprimé 1 jour sur 2. Et aux urgences, il y a une erreur de retranscription. Elle passe à un comprimé 2 fois par jour, donc 4 fois la dose. C'est reconduit de cette manière lorsqu'elle est en hospitalisation complète et ainsi qu'en sortie d'hospitalisation. Et son médecin traitant la réadresse à l'hôpital. En effet, étant donné ce surdosage, elle a une altération de l'état général avec une suspicion d'intoxication à la digoxine. Et cette intoxication est confirmée cliniquement et biologiquement avec donc un tableau clinique d'intoxication grave et un appel au centre antipoison pour mise en place de l'antidote. Ainsi, donc là, on peut constater qu'il y a eu une erreur de retranscription dans l'outil informatique de la posologie du traitement de ville. Et on peut se demander, quid de la lettre de liaison du médecin traitant qui a adressé la patiente, quid de l'accessibilité dans le DMP du traitement et on peut se poser aussi, la posologie n'a-t-elle pas été analysée? Enfin, dernier cas qu'on a repéré, parmi d'autres, un surdosage de morphinique dans un contexte de transfert interétablissement avec un défaut de transmission autour de l'information sur le traitement en cours. Donc, un patient est hospitalisé. Lors de sa précédente hospitalisation dans l'établissement, l'équipe mobile de soins palliatifs avait arrêté le patch de durogésique avec un relais par une sape de morphine. Le service d'hospitalisation a represcrit une sape de morphine telle que c'était prescrit précédemment. Et on retrouve sur ce patient, au cours de l'hospitalisation, un patch de durogésique, ce qui va amener le service de soins à contacter l'HAD, qui va confirmer que la sape de morphine avait été arrêtée au profit d'un patch de durogésique. Donc ainsi, chez ce patient, on avait à la fois la sape de morphine et le patch de durogésique. On a eu ici un défaut de la chaîne de communication entre les établissements qui prenaient en charge le patient, l'équipe mobile en soins palliatifs, l'HAD, le service d'hospitalisation, et donc il n'y a pas eu d'actualisation des thérapeutiques. Alors, ces différents cas présentés, quelles actions peuvent être menées? On peut avoir en premier lieu une sensibilisation des professionnels sur la nécessité d'engager le patient dans ses soins et de le tenir informé de tout ce qui concerne sa prise en charge. Ainsi, un patient qui prévient bien les professionnels de santé, des thérapeutiques qu'il a habituellement, etc. L'importance de coordonner une coordination entre les professionnels de santé qui interviennent, donc le chirurgien, l'anesthésiste, les professionnels de santé d'EHPAD, les médecins généralistes, les pharmaciens, les IDE, etc. Avec donc un partage de toutes les interventions qui est nécessaire et former les professionnels de santé aux méthodes de communication avec les patients. Avec ce qui est important, c'est mettre à disposition des supports de communication adaptés. Et donc, on peut donner comme exemple l'outil Faire dire de la HAS qui va permettre de faciliter la compréhension du patient sur son traitement. Donc, on va s'assurer que le patient a bien compris l'information qui lui a été donnée en lui demandant de reformuler
c'est les explications qu'il a reçues. Ce qui est important de mener, de faire bien sûr, c'est mettre en œuvre la conciliation des traitements médicamenteux à l'entrée et à la sortie d'hospitalisation. Aussi, bien sûr, systématiser la rédaction et la transmission de la lettre de liaison qui va intégrer le bilan thérapeutique et qui va contenir les informations utiles à la continuité des soins. Et la lettre de liaison doit évidemment être remise au patient, lui être expliquée par le médecin et doit être adressée au médecin traitant si le patient a donné son accord. Et puis, donc on en a déjà parlé dans la présentation, mais donc l'importance du déploiement, de promouvoir et de recourir au DMP de mon espace santé, que ce soit les professionnels comme les patients, afin de garantir l'accès à l'information tout au long du parcours de soins du patient. Donc voilà, comme on vous l'expliquait, on aurait dû normalement enchaîner avec la présentation de mon espace santé. C'était le fil directeur, mais bon, de toute façon, si certains d'entre vous n'ont pas pu assister à la partie correspondante, elle sera présente dans le replay. Un rapport à tout ça, en fait, on vous a laissé en diapo, alors voilà, les documents et sources utiles qui ont permis également de bâtir, la présentation. Donc alors, vous trouverez je vais y arriver, sur l'adresse mail de e-santé, la boîte à outils dédiée aux établissements. On vous a fait extrait, notamment le mémo, de synthèse des droits et des règles d'accès à mon espace santé. C'est en fait un mémo vraiment à peu près en une dizaine de pages qui reprend vraiment les implications pratiques à avoir lors de la prise en charge. C'est vraiment détaillé, et il y a également en fait dans cette boîte à outils des supports de présentation prêts à l'emploi comme madame Errachidi le disait, qui vous permettent d'alimenter en fait le dialogue en établissement avec vos différents professionnels, pour promouvoir, cet usage-là et voilà et de toute façon le replay de l'intervention et des différents documents associés sera mis en ligne prochainement sur la chaîne, RSQ. Maureen, je te laisse prendre, la suite par Oui, rapport aux différentes interventions. merci beaucoup Cynthia et Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions? A priori, je ne vois J'en ai pas de pas vu et métier. puis Si jamais, voilà, si jamais vous avez des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à nous faire un petit mail ou directement, à Cynthia ou Mathieu ou nous en relais, on voilà, on se transférera les questions. Alors merci beaucoup Mathieu et Cynthia pour, cette présentation très complète. Alors juste avant de se quitter, quelques actualités au niveau des formations. Donc on propose j'ai une main levée avant de Madame Couffin? Oui, en fait, je refais le lien parce que ce webinaire, c'est quand même dans le cadre de la semaine sécurité patient. Donc, ce que je retiens de toutes ces interventions comme ça à chaud, c'est que effectivement, par rapport au cas pratique que M. Decrave vient de présenter, c'est vraiment sur les erreurs médicamenteuses, mais là, il me semble que c'est que pour les professionnels de santé qu'on peut en parler ouvertement. Je me vois mal trop informer les patients à ce niveau-là. Donc, je dirais que cette partie-là, pour moi, ce serait plutôt vers les professionnels. Et donc, je reviens quand même parce que c'est la semaine sécurité patient. Pour moi, c'est aussi vers les patients. Je retiendrai donc effectivement mon espace santé vers les patients, plus ce qu'on a pu reprendre sur le patient acteur de sa santé. tout à fait. Voilà un peu les idées qui me sont venues pendant ce topo. Mais C'est voilà, ça, s'il y en a d'autres qui ont tout à d'autres fait. idées, je veux bien les partager Les puisque on est un peu voilà, quelque part. l'idée Mon étant espace vraiment santé pour pour un pharmacien, c'est plus difficile, surtout que c'est les balbutiements. Donc voilà, de là à pouvoir en faire la promotion, ça va être difficile pour cette semaine. Patient, acteur de sa santé, on l'a déjà fait. Bon, voilà, c'est peut-être une redite, mais de toute manière, je pense qu'elle ne sera pas inutile. Mais est-ce que vous voyez d'autres points? bon, l'idée était vraiment effectivement, de pouvoir, promotionner l'usage, la
la connaissance et également en fait désormais les enjeux qui vous sont demandés en tant que professionnel à rapport à la communication à effectuer auprès de vos patients sur voilà, cette fidélité de l'information à pouvoir positionner. Alors après, ça peut être effectivement entre professionnels dans le cadre de la CME, une présentation, un appel en fait justement au déploiement à travers le grade pour animer, s'il le fallait, des stands de sensibilisation dans le cadre de la semaine sécurité de 1, 2, 3, dans le cadre de la semaine sécurité patient au sein de vos établissements. C'est vrai que le thème est pas évident. Là, pour le coup, il est un peu plus restrictif. On a essayé de créer du lien. Et l'idée était vraiment de savoir qu'il existe toute une équipe derrière au grade des Hauts-de-France qui peut vous permettre d'activer des liens de communication aussi bien en tant que professionnel, mais également à destination de descente d'informations des patients et puis trouver aussi les moyens de comment communiquer auprès des patients sur l'existence de ces outils. Et ça a été formulé au tout départ lors de l'intervention de Madame Errachidi et c'est vrai qu'on l'a constaté à la fois sur le terrain quand on a fait du patient traceur dans le cadre d'audit croisé, la difficulté qu'on a, professionnels, nous, de convaincre, des patients avec des états cognitifs, pas forcément, stables, la difficulté liée également à l'appréhension de l'outil, lié à l'âge. Comment, en fait, on peut essayer, de récupérer le maximum d'informations possibles en collaborant tous autour de l'alimentation qu'on peut faire, sur le DMP. Alors je sais que c'est pas chose évidente, hein, à réaliser, à organiser. Pour autant, n'hésitez pas à contacter les équipes du grade auprès de l'ARS Hauts-de-France côté SI pour qu'ils puissent vous accompagner dans cette démarche et puis de remonter également les questions pratico-pratiques autour de vos difficultés d'accessibilité pour vos propres actions d'analyse, de pharmacie et également de conciliation. Après, c'est que la thématique est quand même assez, enfin, la thématique définie par le ministère, elle est quand même assez complexe, je trouve, parce qu'on est sur améliorer le diagnostic pour la sécurité du patient, donc on est plus en fait sur une thématique finalement terrain et professionnelle qu'une thématique en fait ciblée patient, comme on avait l'habitude d'en avoir auparavant. Donc c'est vrai que la thématique n'est pas facile cette année. Alors, Merci. merci. Alors, au niveau des formations, donc on a quelques formations à vous proposer pour le second semestre, analyser collectivement les événements indésirables via l'utilisation d'outils d'analyse des causes. Donc ça, c'est une formation en simulation. Donc il reste des places, n'hésitez pas à vous y inscrire. Connaître et maîtriser les risques en établissements médico-sociaux. On a aussi une formation, un webinaire de sensibilisation sur l'identité-vigilance. On a avec notre partenaire justement, avec l'Omedit, on a mettre en œuvre la démarche de gestion des risques médicamenteux pour les personnes âgées, mais également pour les personnes handicapées. Donc là, c'est sur demande également. On a une formation sur s'approprier le dispositif d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Et ensuite, on a sécurisé la prise en charge médicamenteuse en structure d'hébergement pour personnes âgées et handicapées. Donc voilà, c'est les formations qu'on propose au second semestre. Donc voilà, il y a des dates définies, c'est sur demande et après, on est à votre écoute si jamais vous avez des besoins particuliers. Je vous laisse l'adresse mail de ma collègue Mélanie, la responsable formation. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à lui faire un petit mail. Et on a également notre catalogue de formation qui est disponible sur notre site internet si vous avez besoin. Et juste en petit rappel, il y aura bien un prix qualité par l'ARS cette année. Les dates et les formulaires de participation sont en cours de réalisation. Donc, on aura les infos vous seront transmises, je l'espère, au plus vite. Et je vous laisse ensuite nos contacts si jamais vous souhaitez nous envoyer des questions ou des demandes particulières. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Alors encore merci Cynthia et Mathieu et aussi Madame Errachidi qui a dû du coup partir un petit peu vite. Et encore désolée pour ce timing un petit peu, on a eu un problème de communication du coup. On a démarré un peu plus tôt que prévu. Et on vous donne rendez-vous du coup pour le dernier webinaire donc, qui aura lieu vendredi prochain, donc le 5 juillet.
avec France Asso Santé sur comment m'impliquer dans la SSP en tant que représentant des usagers. Donc, c'est à destination des représentants des usagers. On va leur présenter des outils pour pouvoir du coup s'impliquer dans la SSP, mais c'est aussi vous à destination des établissements. Voilà, pour savoir un petit peu comment vous pouvez impliquer vos représentants des usagers lors de la semaine sécurité patient. Donc, pour rappel, la semaine sécurité patient, maintenant, c'est mi-septembre et non plus fin novembre, comme ça l'a été les années précédentes. Alors, merci beaucoup à tous. Merci pour votre participation et puis bon appétit et bel après-midi. Merci à tous. Merci, au revoir.